Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 17 avril, quand l'adhérent d'un syndicat peut-il être délégué syndical? Plus-value immobilière et vente de fonds de commerce. Le délégué syndical est en principe désigné en priorité parmi les candidats ayant recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants et le syndicat dont il a défendu les couleurs lors du scrutin. Par exception, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement lorsque ces candidats qui ont recueilli un tel suffrage ont préalablement renoncé par écrit à être délégué syndical. Partant de là, dans une décision du 5 avril 2023, la Cour de cassation en a déduit que la renonciation hors délai d'un candidat dont le suffrage est inférieur à 10% ne peut pas remettre en cause cette désignation. Pour mémoire, un contribuable qui cède sa résidence principale est totalement exonéré d'impôt sur la plus-value réalisée. Cette règle n'a pas complètement profité aux contribuables de l'affaire suivante. Un particulier ayant demandé à bénéficier de cette exonération a essuyé un refus de l'administration fiscale. En effet, 5 des 6 chambres de l'immeuble étaient en permanence louées comme chambres d'hôtes toute l'année et le contribuable n'avait pas pu prouver qu'elles étaient aussi utilisées à des fins privées. Selon lui, ces pièces louées épisodiquement constituaient dans leur ensemble sa résidence principale. Il revendiquait aussi le bénéfice d'une tolérance administrative selon laquelle la totalité de la plus-value est exonérée si le bien est intégralement affecté à un usage d'habitation et constitue aussi le domicile commercial d'une entreprise. Saisis de l'affaire, les juges ont confirmé le redressement fiscal. Ils ont considéré que le bien n'étant pas totalement affecté à un usage d'habitation et comprenant des locaux spécifiquement affectés à l'activité de chambre d'hôtes, la tolérance n'était pas applicable. De ce fait, la plus-value était exonérée, mais seulement à hauteur de la surface dont le propriétaire se réservait la jouissance en tant que résidence principale. La vente d'un fonds de commerce est une opération bien encadrée, notamment pour protéger les créanciers du commerçant. Ainsi, la conclusion de la vente est publiée, ce qui permet à ces créanciers, pendant 10 jours, de demander le règlement des créances impayées par une retenue sur le prix. Pendant ce délai, il est plus prudent pour l'acheteur de ne pas verser le prix de vente au vendeur. Dans une récente affaire, l'acquéreur d'un fonds de commerce paye directement son vendeur sans attendre l'expiration du délai de 10 jours. Le vendeur étant par la suite placé en liquidation judiciaire, le liquidateur demande en justice à l'acquéreur le paiement d'une partie du prix de vente équivalente au montant du passif du vendeur. Appelé en garantie par l'acheteur, l'avocat rédacteur de l'acte de vente conteste la demande du liquidateur qui intervient 1 an après la vente et alors que les créanciers ne s'étaient pas opposés au paiement du prix. Sans succès. La loi prévoit que l'acquéreur d'un fonds de commerce qui paie son vendeur avant l'expiration du délai de 10 jours suivant la publication de la vente ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix n'est pas libéré à l'égard des tiers. Pour les juges, les créanciers du vendeur sont des tiers, qu'ils aient ou non fait opposition au paiement du prix. Par conséquent, le paiement fait au vendeur du fonds avant l'expiration du délai d'opposition leur est inopposable. Le vendeur étant en liquidation judiciaire, seul le liquidateur a qualité pour agir en ce sens au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine. À demain.